La randonnée, le trek, pour beaucoup, c'est l'aventure, la liberté ou encore la communion avec la nature. Mais derrière la beauté de ces paysages se cachent parfois des drames. En effet, en 2025, plusieurs Français ont disparu ou ont été victimes d'accidents graves en randonnée, la plupart du temps lorsqu'ils étaient seuls. Aujourd'hui, je vais vous raconter leurs histoires, mais aussi terminer par un message préventif afin que ces activités restent synonymes d'évasion et non de disparition. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Solitaire Grand Harvest. Donc, comme le nom l'indique, c'est un jeu de solitaire, mais c'est le jeu solitaire numéro 1 dans le monde. Et aujourd'hui, il sponsorise cette vidéo. Inutile, je pense, de vous expliquer le concept très connu de ce jeu, mais aujourd'hui, celui dont je vous parle est revisité. Il est super interactif, il y a des mini-jeux, il y a de nombreuses fonctionnalités, des petites missions et des défis. Je vous montre ça rapidement. En fait, on joue au solitaire classique, sauf qu'ici, chaque partie vous permet de récolter, construire votre propre ferme, et en plus de ça, plus on gagne des niveaux, plus il y a de nouvelles fonctionnalités. Le jeu, il est vraiment sympa, hein. Plus tu avances dans le jeu, plus tu as de surprises, et puis j'aime aussi le fait que ça change d'un jeu de solitaire classique. C'est un mélange super entre défi et détente, mais le plus intéressant, je trouve, et je pense pour vous aussi, c'est qu'il est complètement gratuit et aussi totalement sans publicité. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, si vous avez envie d'un jeu relaxant, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer dans le lien en haut de la description ou juste flasher le QR code à l'écran. N'hésitez pas à télécharger le jeu parce que non seulement c'est un très bon jeu, mais en plus de ça, ça me soutient. N'oubliez pas, il est 100% gratuit, il n'y a pas de publicité, donc c'est que du bonheur et du bonus. Merci à nouveau à Solitaire Grand Harvest d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on se retrouve juste après ça. Pour mieux comprendre les risques liés à la randonnée, je vais vous présenter 8 cas de disparition de Français en 2025. Certains se sont malheureusement soldés par un décès, d'autres par un sauvetage et d'autres aujourd'hui restent actuellement sans réponse. Ces histoires toutes différentes vont nous aider à saisir les réalités et les dangers de la montagne. Et évidemment aujourd'hui, ce que je vais vous exposer n'est pas du tout exhaustif. Il y a beaucoup plus de cas et je vous parle simplement sur quelques mois dans une année. Donc imaginez le nombre de personnes qui disparaissent en montagne, on va dire sur une période de 5 à 10 ans. C'est énorme. Donc pour précision, il s'agit aujourd'hui d'une vidéo informative et préventive. Alors je n'ai pas enquêté sur ces dossiers et je ne suis pas en contact avec les familles des personnes concernées dans cette vidéo. Alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce que je fais une petite pause d'enquête et de vidéos travaillées avec les familles pendant cet été. Donc si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire qui s'appelle Les coulisses de Marine B et notamment ma dernière vidéo sortie. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs vidéos enquête avec les familles qui arrivent sur cette chaîne. Donc, il y en a déjà 3 qui sont en prévision et qui vont arriver dans les semaines à venir. Enfin, ce n'est pas la première fois que je parle de disparus, de Français disparus en montagne ou même de francophones disparus en randonnée. Je ne vais pas vous faire le listing de tous les cas que j'ai mis en lumière sur ma chaîne, mais il y a quelques cas quand même dont j'aimerais vous parler, notamment donc des Français qui sont disparus en Himalaya. On a aussi des Françaises disparues en Grèce l'année dernière, ou encore je vous avais fait 2 vidéos sur les disparus du Mercantour, et là je crois qu'il y avait au total
une dizaine de cas de disparition. Ce qui est sûr, c'est que on a des familles derrière ces disparitions qui peuvent attendre des jours, des semaines, des mois, des années, ou voire ne jamais avoir de réponse de leur vie et finir leur vie sans savoir ce qui est arrivé à leurs proches disparus. Alors qu'on sait que la plupart du temps, ces situations dramatiques auraient pu être évitées. On va commencer par les cas les plus tragiques parce qu'ils se sont soldés par un décès, des cas qui vont nous rappeler à quel point la vie peut basculer d'un instant à l'autre. Commençons par le premier cas que j'aimerais évoquer, qui est celui de la disparition de Vincent Prat. Alors Vincent, père de famille de 3 jeunes enfants qui avait 43 ans, originaire de Lyon. Il était contrôleur de gestion industrielle et était quelqu'un de très sportif, aimant le trail, la randonnée ou encore le rugby qu'il pratique en club. Il est inscrit d'ailleurs avec ses enfants. On est le 9 juin 2025, il décide de partir courir, on est le lundi de Pentecôte. Il est à peu près 9 h lorsqu'il part depuis le secteur du Mairie, surplombant ainsi le lac du Bourget en Savoie. Malheureusement, il n'est jamais revenu de son trek dans le massif des Bauges. Plus personne n'aura de nouvelles de lui. On a une enquête pour disparition inquiétante qui est rapidement lancée et un appel à témoins de la gendarmerie a alors été diffusé, indiquant que Vincent, qui est de corpulence athlétique, mesurant 1,90 m avec des cheveux blonds, a été aperçu dans l'après-midi du 9 juin à 15h45 sur les caméras du restaurant d'alpage Le Chalet du Cire, qui se situe à environ 1500 mètres d'altitude. Mais bon, au bout d'un moment, des proches avaient émis la possibilité que la personne vue sur ces images de vidéosurveillance n'était peut-être pas Vincent. Je vous mets ici ces images-là, puisque les vêtements portés par l'homme visible sur les caméras ne correspondraient pas à ceux de Vincent. Cependant, les gendarmes vont bien lancer un appel à témoins avec la description qu'on a pu voir de l'homme sur les caméras. Donc on va dire notamment qu'il portait un short noir, un t-shirt blanc, une casquette blanche et rouge et un sac de trail. Donc les recherches vont évidemment se focaliser sur le secteur où il a été vu pour la dernière fois, donc autour du chalet du Cire. Également, les gendarmes sont plutôt confortés avec l'hypothèse qu'il soit passé à ce niveau-là, puisque on se rend compte que le père de famille avait téléchargé le parcours du trail Nivolé-Var sur sa montre connectée peu avant son départ. Donc c'est un parcours de 52 km qui passe par le chalet du Cire, accentuant la probabilité donc que la personne aperçue sur les caméras soit bien Vincent. On a des militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne PGHM avec des chiens, un hélicoptère et également l'utilisation d'un drone thermique pour commencer les recherches, mais on a aussi des proches de Vincent qui vont se joindre aux enquêteurs. On a la famille, les amis qui vont aider aux recherches sur le terrain. Toute la semaine de la disparition, les zones ont été fouillées de fond en comble et on a une énorme mobilisation qui s'est organisée pour cette disparition, notamment autour d'un groupe WhatsApp. On se rend compte que le téléphone portable de Vincent borne aux alentours de l'aéroport de Chambéry. Il doit se situer dans un périmètre autour de 9 km, ce qui comporte donc des falaises et le lieu où il aurait été aperçu pour la dernière fois. Comme je vous le disais, la famille, les amis, les collègues, les connaissances de la famille de Vincent se sont mis à le chercher partout. Ils ont arpenté les rues de Mairie jusqu'à trouver 2 jours après la disparition le véhicule de Vincent. Ce véhicule est retrouvé le mercredi 11 juin à 5h30. C'est une Dacia Logi qui était garée en plein centre de Mairie et on se doute bien qu'il est parti donc de cet endroit-là à pied pour commencer sa randonnée. Malheureusement, 5 jours après la disparition, il y a un groupe qui était parti à la recherche de Vincent qui va faire une macabre découverte. Au pied d'une barre rocheuse à Drumetas-Clarafond, dans la forêt, il trouve un corps qui gisait. Il a fallu plusieurs heures au PGHM pour élitreiller le corps sans vie qui était situé dans une zone très difficile d'accès. L'état du corps, même s'il n'était resté que 5 jours en pleine nature, était
assez dégradé parce que je pense que les températures étaient assez élevées à cette époque-là. On n'a pas tout de suite pu savoir s'il s'agissait ou non de Vincent, mais les vêtements et les effets personnels correspondent malheureusement à ceux de l'homme disparu, à ceux du quarantenaire disparu 5 jours plus tôt. Dans ce cas-là, aucune autopsie ne sera faite. Seul un examen médical du corps a été pratiqué. Lors de l'examen médical, il y a des prélèvements ADN qui ont été réalisés, qui ont été envoyés pour analyse et pour être sûr qu'il s'agissait bien donc du père disparu. Et on a eu le résultat finalement seulement le 25 juillet lorsque la famille a partagé les résultats sur les réseaux sociaux en disant que malheureusement l'ADN avait bien matché avec le père de famille disparu et que Vincent a bien eu un accident lors de sa randonnée. La célébration de funérailles a eu lieu le vendredi 1er août à l'église Notre-Dame de Bon Secours à Lyon et les cendres du père de famille ont ou seront déposées dans le Jura. Je pense que c'est là qu'il avait passé son enfance. Ce cas de disparition et d'accident en montagne fait malheureusement écho à énormément d'autres cas en France ou même ailleurs. Ça nous fait d'ailleurs penser à un autre cas assez similaire qui s'est déroulé un mois pile avant la disparition et le décès de Vincent Pratt. Donc c'était en Corse que ça s'est déroulé. On a Marc Lauriac, 50 ans, qui lui aussi était père de famille de 3 enfants et qui est ressortissant français habitant à Berlin, en Allemagne. Il était en vacances sur l'île de Beauté, arrivé le 25 avril 2025. Il devait repartir le 8 mai. Mais malheureusement, sa famille n'a plus de nouvelles de lui pendant un moment et ils se sont très vite inquiétés puisque d'habitude, il était quotidiennement en contact avec elle. C'est donc cette dernière qui a alerté les autorités corses le 4 mai, 4 jours avant de repartir de Corse, et un appel à témoins a été lancé par les gendarmes insulaires. Il devait en fait prendre un vol en interne le 8 mai pour Ajaccio avant de repartir en bateau vers le continent, mais il n'a jamais embarqué et dans l'avion et sur le bateau. C'est quelqu'un quand même connu comme étant un marcheur, un sportif. Cependant, on sait qu'il est arrivé à Bastia, mais qu'il n'a pas donné plus d'indications que ça à ses proches. Évidemment, aujourd'hui, vous savez qu'avec les portables, il est très facile de géolocaliser et d'avoir peut-être une indication de où était pour la dernière fois l'emplacement de Marc, comme on a pu le faire d'ailleurs avec Vincent. Et là, on a pu le localiser pour la dernière fois le 1er mai à 8h45 dans le secteur du refuge de Petrapiana à 1850 mètres d'altitude au sud de Corté en Haute-Corse. C'est un refuge qui est connu pour être situé sur le GR20, donc c'est un itinéraire de randonnée très connu en Corse qui traverse la Corse du Nord au sud en passant par la chaîne de montagnes dans le parc naturel régional de Corse. Évidemment, comme pour Vincent, les recherches se sont articulées autour de ce dernier point de géolocalisation. Ça a été assez compliqué à cause des conditions météorologiques qui étaient assez défavorables, notamment il y avait quand même la présence de nuages et de brouillard. Il y a eu des recherches évidemment aériennes, terrestres, avec les chiens, avec les hélicoptères. Donc, il y a eu le PGHM qui est intervenu, mais également le groupement Montagne Gendarmerie ou GMG. Ces recherches-là, elles ont été ralenties, mais elles ont pu être appuyées par des recherches avec des drones thermiques, des drones qui ont été déployés dans la zone potentielle de disparition. Malheureusement, ça n'a pas permis de retrouver la trace de Marc. Les gendarmes ont pu mettre en lumière que l'itinéraire du cinquantenaire était quand même assez décousu. Ils ont retrouvé des randonneurs qui l'avaient croisé sur le GR20 et qui disaient que quand ils discutaient avec lui, en fait, il savait jamais vraiment où il allait être le lendemain. Il évoluait au jour le jour, ce qui n'a clairement pas aidé aux recherches. Les enquêteurs sont allés regarder au niveau des hébergements, ils ont essayé de retrouver des témoins pour essayer de recouper des témoignages et essayer de retracer le trajet de Marc, mais c'était vraiment compliqué. Quand on sait pas trop où on va, ce qu'on a prévu, c'est comme, comment dire, chercher une aiguille dans une botte de foin finalement. Et pendant plus d'un mois, aucune nouvelle de Marc.
Et c'est finalement un accompagnateur en montagne qui a fait la macabre découverte. Il trouve le corps de Marc Lauriac le 5 juin 2025, près du lac de Rhinosso, sous le tracé de la partie nord du GR20, au niveau de l'étape entre Manganou et Petra Piana. Ça a été confirmé ensuite avec les analyses ADN qu'il s'agissait bien du cinquantenaire disparu, du ressortissant français habitant en Allemagne. De son côté, la famille avait ouvert une cagnotte GoFundMe suite à l'arrêt des recherches officielles qui avaient été stoppées le 16 mai 2025. Ils avaient réussi à récolter plus de 60 000 €, ce qui n'était pas négligeable, très certainement pour couvrir les recherches individuelles et privées sur place, les hébergements, les bénévoles qui allaient faire les recherches. Mais bon, un mois plus tard, il a été retrouvé par un accompagnateur en montagne. Fortuitement, il a pu être rapatrié chez lui et être enterré, et voilà, la famille a pu faire son deuil, en tout cas, ou est encore en train de le faire. Ce qui est assez flagrant, c'est de voir que c'est tellement peu rare ce type de disparition que sous l'avis de disparition de Marc Lauriac, on a pu lire sur Facebook un message d'une dame que je vous mets ici, qui expliquait que son frère avait lui disparu sur le même parcours depuis 10 ans, mais que de son côté, il n'avait jamais été retrouvé. Ce qui montre du coup la détresse des proches qui n'ont pas la chance, si je peux dire ça comme ça, de retrouver le corps de leur proche disparu afin de lui offrir une sépulture décente et de pouvoir commencer un processus de deuil. J'aimerais, après vous avoir parlé quand même de 2 cas assez tristes, vous parler de disparitions qui ont terminé finalement positivement puisque les personnes ont été retrouvées en vie. Et je trouve ça intéressant puisque ça montre à quel point il faut quand même de la chance, une certaine préparation et aussi des recherches assez intensives et au bon endroit pour pouvoir avoir un dénouement positif comme pour les histoires que je vais vous raconter juste là. On va prendre l'exemple, alors ce sont des personnes que je ne vais pas citer puisqu'elles ont été retrouvées et aujourd'hui elles vivent paisiblement, donc je vais les anonymiser. Pour la première personne, il s'agit d'une femme sexagénaire qui avait disparu le 8 juillet 2025 à Rosnoën dans le Finistère lors d'une randonnée sur le parcours du Loup. Résidant en Ille-et-Vilaine, cette vacancière qui était venue marcher seule n'était pas rentrée de sa randonnée, ce qui avait de suite inquiété sa famille. Et tout de suite, évidemment, les gendarmes avaient réalisé des recherches. Ils avaient retrouvé le véhicule de la dame disparue à son point de départ du parcours au greffe du Seyou. Et elle, heureusement, a été retrouvée, mais seulement le lendemain. Ce qui a permis de la retrouver assez rapidement, c'est vraiment le travail des enquêteurs, de ceux qui ont participé aux recherches, donc notamment les gendarmes de la brigade nautique, qui avaient coordonné la recherche avec les chiens et les VTT. Cette femme de 64 ans, quand elle a été retrouvée, elle était consciente, mais affaiblie, et surtout elle a été retrouvée en contrebas d'un sentier dans une zone plutôt escarpée. Randonnée, sachez qu'il y a des parties assez escarpées, abruptes, et il ne faut pas trop avoir le vertige sur certaines parties. Pourquoi elle n'a prévenu personne? Tout simplement parce que dans sa chute, elle a fait tomber et elle a égaré son portable. Alors que son portable, elle avait pris le soin de le recharger entièrement, donc à 100% juste avant de partir. Ça va qu'elle n'était pas blessée gravement, elle s'était blessée au bras, mais à la suite de cette histoire, la gendarmerie a fait un rappel de vigilance sur les chemins de randonnée qui, même s'ils offrent à certains endroits des panoramas exceptionnels, peuvent s'avérer quand même dangereux. Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote, et heureusement d'ailleurs qu'on était plusieurs. C'était il y a plusieurs années, on était sur un petit sentier qu'on avait l'habitude de prendre pour se rendre à une cascade, et on a une amie qui marchait pourtant juste devant moi et la terre s'est affaissée sous elle et en dessous c'était le vide. Hein. Elle était accrochée, donc on l'a remontée, voilà, mais toute seule, elle serait peut-être tombée, on ne l'aurait pas retrouvée pendant un petit moment. Enfin, c'est fou pour montrer à quel point ça peut vraiment arriver, alors que bon là il y avait toutes les précautions de prise et le fait qu'on ait pu la sauver et surtout qu'on ait pu
qu'on aurait pu la retrouver malheureusement si elle n'avait pas pu s'accrocher au bon moment. C'est parce qu'on était là, mais si elle avait été toute seule, eh ben, elle aurait très certainement jamais pu être retrouvée, ou elle aurait très certainement pas pu être sauvée. Donc c'est pour vous dire à quel point toutes les situations sont différentes et qu'il ne faut pas les juger, même si vous allez voir à la fin, je rappelle quand même quelques conseils importants, surtout lorsqu'on part seul. Ici, certains auront peut-être vu qu'il ne s'agit pas d'une disparition en montagne, cependant je trouvais que c'était assez intéressant de mettre en lumière les histoires de celles et ceux qu'on a réussi à retrouver en vie, puisque ça peut aider à la compréhension des autres disparitions du même type, et surtout ça peut aider aussi aux recherches. Toujours très important, je pense, de s'informer de ce qui est arrivé aux personnes qu'on a retrouvées en vie pour pouvoir peut-être mieux appréhender certains autres cas de disparition du même type. J'aimerais vous parler d'un autre dossier de disparition dont j'avais déjà entendu parler, puisque vraiment ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'est pour vous montrer qu'en fait, les disparitions peuvent être dues à une série de mauvaises décisions et aussi de malchance, ce qui est totalement le cas ici pour Julien, que j'ai anonymisé. Il ne s'appelle pas Julien. Il a vu sa photo pendant plusieurs jours être partagée sur les réseaux sociaux où tout le monde s'inquiétait sans que lui le sache réellement. Donc, pour vous expliquer, Julien, c'est un homme de 27 ans, originaire de Montauban en Tarn-et-Garonne, qui était parti en séjour avec sa petite amie en Andorre, qui est une petite principauté indépendante située entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées. Il était parti donc randonner le jeudi 29 mai, seul, et il n'avait plus donné de nouvelles depuis le dimanche suivant. Son départ a été confirmé par l'hôtel dans lequel il logeait avec sa compagne, donc l'hôtel la Residencia Aldosa, qui affirme l'avoir vu le jeudi 29 mai partir un peu avant midi en tenue de randonnée. Et son téléphone n'avait plus borné depuis ce jour-là. La famille a été informée par la petite amie de Julien. Tout de suite, les proches de Julien ont alerté les autorités. Puis de son côté, Julien avait acheté une carte de téléphone de 3 Go prépayée UBJ. Il n'en aurait utilisé que 600 mégaoctets lorsque ça a été vérifié. Ce qui est plutôt inquiétant puisque ça veut dire qu'il lui restait quand même des données où il avait la capacité, avec son téléphone normalement, de rentrer en contact avec ses proches et de les rassurer. Évidemment, des recherches sont lancées par les autorités, par les enquêteurs, et les proches de Julien se sont rendus sur place pour peut-être mieux appréhender la disparition, le rechercher, en tout cas gérer les choses d'une meilleure manière directement depuis l'Andorre. L'appel à témoins a largement été relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par la mère de Julien, qui d'ailleurs était présente en Andorre avec la tante de Julien, lorsque 6 jours après sa disparition, elles ont eu la chance, le bonheur surtout, de le voir revenir avec la police andorrane. Là, évidemment, plein de questions, et Julien va expliquer que il aurait connu plusieurs mésaventures. Son téléphone se serait cassé le dimanche, puis sa voiture est tombée en panne au pas de la case. Il a donc pris la décision de dormir sur place. Ensuite, il a décidé d'acheter un nouveau téléphone, mais il n'arrivait pas à retrouver ses contacts. Il explique que la pression est montée, qu'il a paniqué et que derrière, il s'est vite retrouvé dépassé. Il était complètement coupé du monde extérieur et il ne se rendait pas compte que tout le monde le cherchait et que c'était la panique pour ses proches, tout simplement. Il faut savoir qu'en plus, comme il se rendait pas compte que les gens étaient stressés pour lui, puisqu'il était parti sur plusieurs jours, il avait même pas sollicité de l'aide auprès des personnes qu'il avait pu rencontrer. Et c'est finalement la police qui a pu localiser Julien, puisque eux, ils étaient en recherche active, parce qu'il tout simplement il a essayé d'insérer sa puce dans ses téléphones et c'est comme ça que la police a pu le retrouver. Et sa tante a expliqué, plutôt rassurée quand même, qu'il fallait qu'il s'attende à voir sa photo un peu partout. Alors pourquoi je l'ai anonymisé, puisque il est très facile de retrouver son vrai nom, sa vraie identité, tout simplement parce qu'il y a d'autres médias qui l'ont anonymisé, qui ont utilisé ce même nom, et je pense que c'est une demande de sa part. Alors je le respecte évidemment. Dans le doute, en tout cas, je l'anonymise et je vous floute la photo de Julien. Mais c'est quand même une histoire un peu étrange qui montre que des fois, on prend quand même des mauvaises décisions et on se rend pas compte qu'on peut faire peur à ses proches si on donne pas de nouvelles, tout simplement, alors qu'on est parti en randonnée. C'est clair que
Bon là, on est plutôt sur un cas à part, plutôt rassurant, mais qui montre aussi que il faut communiquer et il faut trouver des moyens de communication, en tout cas prévenir, et ça je le rappellerai à la fin, prévenir les proches pour les rassurer de ce qu'on fait et de quand on rentre exactement. Malheureusement aussi, il y a encore beaucoup trop de familles qui restent sans réponse, qui n'ont pas eu la chance des deux cas que je viens de vous exposer. Chaque année, je vous le disais, il y a quand même plusieurs cas de disparition non élucidés en montagne, lors de randonnées, de trek, de bivouac ou autres. Et ça laisse les familles vraiment dans le doute, dans la peur, même s'ils savent que généralement, si une personne disparaît en montagne, c'est qu'elle a eu un accident en montagne, tant qu'on ne retrouve pas le corps, il est sûr et certain que les proches vont penser à d'autres possibilités. Et j'aimerais commencer avec un dossier qui est le dossier d'André Chanteloup, qui est très récent. Alors André, lui, a 69 ans. Il est originaire du Monastier-sur-Gazeille et domicilié à Brive-Charensac, une commune française située dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, près du Puy-en-Velay. Monsieur Chanteloup est d'origine corse et est un ancien gendarme retraité depuis une dizaine d'années. Il est habitué à la montagne et il est venu avec sa compagne passer quelques jours dans les Hautes-Alpes et ils logeaient tous deux au sein du village club du Soleil à Montgenèvre, à environ 1900 mètres d'altitude, à la frontière italienne. Comment ça s'est déroulé pour lui? Lui, il part seul le jeudi 10 juillet 2025 à environ 13 h en direction du sentier de la Besse pour randonner et il devait être de retour à l'hôtel vers 19 h. Malheureusement, si j'en parle dans cette catégorie, vous le savez, il ne reviendra jamais et on n'aura plus jamais de nouvelles de lui. En plus de ça, ça c'est vraiment une grosse erreur, il est parti sans moyen de communication, ce qui évidemment va rendre les recherches du PGHM encore plus difficiles qu'elles ne le sont habituellement. Pourtant, ça a été très rapide, hein. L'avis de disparition a été publié dès le lendemain, donc le 11 juillet 2025. Tout de suite, le PGHM a fait des recherches et grâce à cette diffusion, on va apprendre que le sexagénaire a été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 15h40 la veille par un groupe de cyclistes. La veille, c'est-à-dire le 10 juillet, hein, le jour de sa disparition, à proximité du col de la Lauze et de la pointe de Tormillouse à 2500 mètres d'altitude. Donc la gendarmerie des Hautes-Alpes précise également dans son appel à témoins qu'il est de corpulence normale, qu'il mesure 1,87 m, qu'il a les yeux marrons avec des cheveux dégarnis blancs sur les côtés. Lors de sa disparition, on sait aussi qu'il était vêtu d'une casquette bleu marine avec visière caramel, mention Travel Never Hands, d'une polaire orange-rouge, d'un sac à dos avec 2 bananes et d'un bracelet en tissu orange où il était inscrit Village Club du Soleil, le lieu où il résidait. Il portait aussi des lunettes de soleil avec cordon et avait en sa possession 2 bâtons de marche et il avait également un thermos d'eau blanc à motif. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'éléments, on sait qu'il avait toutes ces affaires-là. Il faut savoir que toutes les recherches n'ont permis de retrouver aucun de ces éléments. Pas de bâton, rien du tout, ce qui est quand même assez étrange, surtout que, comme vous pouvez le voir, il a disparu dans un lieu ou sur un sentier de randonnée où il n'y a pas de végétation, en tout cas il n'y a pas de forêt, c'est pas du tout forestier. Normalement on a beaucoup plus de visuels sur s'il était tombé, s'il avait glissé ou s'il était mort d'un arrêt cardiaque. On aurait pu le retrouver rapidement, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, il y a d'énormes moyens qui ont été déployés. D'ailleurs, le major Arnaud du peloton de gendarmerie de haute montagne, qui est en charge des recherches, explique, je cite, « Nous avons engagé un hélicoptère le premier soir avec une caméra thermique et 4 personnes à bord pour le chercher. Tout le secteur a été passé au peigne fin. Il y a eu de nombreux gendarmes, des secouristes. Le dispositif à un moment va être ralenti aux alentours du 14 juillet. On a quand même un chien, une équipe cynophile avec un Saint-Hubert. Les Saint-Hubert, vous le savez, sont des chiens avec une capacité olfactive exceptionnelle, mais bon, ça n'a pas aidé à retrouver la trace d'André. Aujourd'hui, on sait que les recherches continuent, mais qu'elles ont évolué. On n'est plus sur, comme l'expliquent les gendarmes aux médias, sur de l'administratif, mais on passe sur une enquête plutôt judiciaire, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un peu la téléphonie, voir si potentiellement il aurait pu échanger avec quelqu'un dans sa disparition. On va aussi interroger des témoins, faire une enquête un peu sur l'entourage, regarder ses mouvements bancaires. Et je pense que c'est pour
aider à ouvrir ou fermer d'autres portes que celle de l'accident en montagne. C'est bien d'enquêter sur toutes les éventualités, même si on part sur une hypothèse principale, puisque c'est vrai qu'à ce jour, on ne l'a pas retrouvé et penser à vraiment tout autre scénario. Faut être honnête, c'est quand même très grand la montagne, donc ils se disent que soit tout simplement ils n'ont pas encore cherché dans la bonne zone au bon endroit, parce qu'on peut pas prévoir où est allé ensuite André. Peut-être qu'il a décidé de sortir des sentiers battus et ça, on ne peut pas le prévoir. Aussi, tout simplement, peut-être que les recherches sont passées à côté, ou peut-être qu'il est tombé dans un endroit qui manquait de visibilité. Et aujourd'hui, il n'attend qu'une chose, donc c'est d'être retrouvé. Et avec tous les éléments donnés, ça pourrait peut-être mettre la puce à l'oreille de quelqu'un qui tombe sur un bâton, qui tombe sur un thermos, qui tombe sur un sac, des lunettes, une casquette. La casquette, c'est important puisque ça se détache assez facilement de la tête. Ça peut très vite s'envoler aussi. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles d'André Chanclot. D'ailleurs, j'ai eu vent de cette disparition puisque assez récemment, la famille a saisi notre association, donc la RPD, pour Association d'assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle, vous le savez, je suis enquêtrice bénévole. Et faut aussi noter les recherches intenses du fils d'André Chanclot, qui n'a pas arrêté de rechercher partout son père, accompagné d'un guide, et il essaye vraiment d'aller dans tous les endroits possibles et inimaginables, mais malheureusement ça n'a rien donné à ce jour. Et aujourd'hui, donc ça fait plus d'un mois que André n'a pas donné signe de vie. Et un autre cas, donc ce sera un peu plus court celui-là, puisque étrangement, on n'a pas l'identité de la personne disparue, et elle a disparu très récemment, donc le 9 août 2025. C'est un cas qui s'est déroulé dans les Alpes de Haute-Provence, et ça aussi, ça illustre une autre problématique, je trouve. Donc on est sur un groupe de randonneurs, cette fois-ci, qui s'engage sur un sentier réputé difficile. C'est celui du Bastidon, dans la commune de la Palus-sur-Verdon, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le groupe prévoyait de faire du canyoning dans les gorges du Verdon, comme beaucoup le font en été. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, s'est blessé la cheville en chemin, et donc évidemment, faire du canyoning avec une cheville blessée, c'est proscrit. Donc il a expliqué qu'il rebroussait chemin et qu'il repartait seul, donc il redescendait seul. Il décide donc de faire demi-tour et malheureusement, plus aucune nouvelle de lui. Assez rapidement, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour retrouver ce cinquantenaire, mais aucune trace de lui. Et aujourd'hui, il faut savoir, pas de trace de lui, on ne sait pas où il est passé, il n'a plus jamais donné signe de vie. Alors, faut savoir que le sentier, c'est un sentier qui fait une quinzaine de kilomètres et qui fait une boucle à travers le parc naturel du Verdon. Apparemment, c'est quand même un sentier qui est assez dur, qui est assez complexe. Déjà, il faut savoir qu'à quelques endroits, le chemin peut être assez instable et donc peut mener à des blessures. Donc, par exemple, lui s'était d'ailleurs blessé à la cheville. Et aussi, il y a une exposition assez prolongée du soleil sur ce chemin, qui peut durer jusqu'à 3 heures sans pouvoir s'abriter. Donc c'est vrai que c'est ce qui rend ce sentier très difficile. Et à noter aussi que certains passages sont câblés et qu'il ne faut pas avoir peur du vide. Donc on est quand même sur quelque chose qui, à mon avis, je ne connais pas trop ce lieu, mais qui doit être assez accidenté et possiblement, avec une cheville blessée, il a pu tomber et peut être aujourd'hui dans un endroit qui est inaccessible et où les recherches sont passées à côté. Voilà, malheureusement, pas plus d'infos que ça. Je suis allée bien vérifier parce qu'entre-temps, quand j'ai tourné cette vidéo, il y a un des cas que je voulais vous exposer où malheureusement la personne a été retrouvée décédée, donc je ne vous en parle pas ici. Mais pour cet homme-là, on n'a pas plus d'informations que ça. Ça fait 3 semaines environ, peut-être moins de 3 semaines, mais c'est quand même super triste, je trouve. Et ça montre aussi que il faut essayer de jamais se séparer d'un groupe, en tout cas de jamais redescendre seul, surtout si on est blessé. Pour le cas numéro 7, on est sur un cas un peu spécial. C'est le cas de Lola Martelet. Je voulais le mettre en lumière parce que c'est une disparition de Françaises disparues à l'étranger. C'est des cas qui m'interpellent énormément. D'ailleurs, il y a un des dossiers pour lequel j'avais énormément travaillé de Français disparus à l'étranger. C'était celui de Valentin Mousset, disparu en Himachal Pradesh lorsqu'il a entrepris
la randonnée du Moon Peak avec un autre jeune homme FX et ensuite ils n'ont plus jamais donné de nouvelles. Donc c'est vraiment un dossier où d'ailleurs on partait sur un accident en montagne, un double accident en montagne ou un suraccident comme on les appelle, mais on a mis en lumière certaines autres hypothèses. Vous allez voir, c'est un dossier où j'avais énormément travaillé plusieurs jours avec la mère du disparu et aussi avec l'avocat et on avait réussi à faire avancer le dossier. Donc n'hésitez pas à aller voir ce dossier, cette vidéo, après avoir visualisé celle-là si vous en avez envie. Et donc ça me fait penser au cas que je vais vous exposer aujourd'hui, qui est beaucoup plus récent, qui est la disparition de Lola Martelet, qui a 23 ans et qui est originaire de l'Essonne. Et elle est partie randonner, alors désolée pour la prononciation, je l'écris ici en tout cas, c'est le mont Zrnica, je sais pas comment ça se dit, dont le sommet donc culmine à 2228 mètres d'altitude en Bosnie-Herzégovine. Lola, on a eu ces nouvelles pour la dernière fois il y a 4 mois, le 30 avril 2025. Elle est partie seule de Jablanica en direction de la montagne au matin. Elle avait prévenu sa famille qu'elle se trouvait en haut du massif et qu'il lui faudrait environ 2 jours pour redescendre. Vous le savez malheureusement, elle n'a jamais plus donné de nouvelles. On a des recherches qui ont été réalisées sur place par les autorités du pays. Il y a plusieurs secouristes qui sont partis à sa recherche, mais aucune trace de la jeune femme d'1m70 et qui pèse 60 kg. Elle portait, selon l'avis de disparition, un legging taille haute, un short et un t-shirt à manches courtes couleur terre, ainsi qu'un gros sac à dos. Donc, malgré des recherches massives, je vous le disais, elle n'a jamais été retrouvée, et donc l'hypothèse va évidemment de l'accident à la mauvaise rencontre. On apprend d'ailleurs à travers un forum de Français expatriés en Bosnie-Herzégovine plusieurs informations qui ont été transmises par l'enquêtrice bénévole ARPD sur le dossier. Notamment, on sait à travers ce qu'elle écrit que le téléphone de Lola a appelé celui de son père 6 jours après la disparition sans que personne ne parle au bout du fil. Et le jour d'après, le père a reçu un autre appel sur son fixe, un appel provenant cette fois-ci de Slovénie, et de la même manière, personne ne parlait au bout du fil. Il est donc vraiment possible que seule, en train de marcher, en train de redescendre, Lola ait fait une mauvaise rencontre. Elle a été enlevée, kidnappée à des fins criminelles. J'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet, mais je pense que vous pouvez comprendre. En tout cas, trafic d'humains en gros. Faut savoir qu'en plus, ce qui est compliqué dans ce type de disparition, c'est le fait que l'enquête ne se fait que dans le pays concerné. C'est assez compliqué donc de pouvoir avoir son mot à dire en tant que Français, et donc il peut y avoir une enquête française qui s'appelle enquête miroir ouverte en France, mais qui sera plutôt administrative et qui pourra faire des recherches, mais que en France. Pour tout ce qui est des recherches dans le pays concerné, ça se fait par les autorités du pays. Donc déjà au niveau géopolitique, vous pouvez comprendre que certaines fois, ce soit très compliqué. On a pu le voir avec d'autres dossiers, le dossier de la disparition de Tiffaine Véron dont j'ai parlé sur cette chaîne, où le frère Damien expliquait bien cette problématique. On peut le voir aussi avec les disparus de Grèce, c'est super compliqué. Donc vous voyez, ça aide vraiment pas quand on disparaît à l'étranger dans ces conditions-là, malheureusement. Aujourd'hui, les avis sont disponibles en français, en anglais et en bosniaque. Et donc j'espère qu'on aura des nouvelles de Lola et qu'elle sera retrouvée en vie. Et j'aimerais terminer avec un 8e cas, qui est un cas qui m'a beaucoup touchée, puisque c'est une disparition, alors cette fois-ci qui s'est déroulée en 2023, mais où on a eu très récemment, donc au moment où j'ai créé ce script, une grosse avancée. Juste vraiment l'espoir que le temps fait son œuvre et que pour la plupart des gens, il y aura une réponse à leurs questions. Pour la plupart, je dis parce que malheureusement, vous savez, il y en a qui restent sans réponse, mais que le temps peut amener des réponses. C'est le cas pour Matteo Michel, qui était un jeune sportif de 20 ans, et randonneur aguerri qui était originaire des Deux-Sèvres. Alors lui, il profitait de ses vacances d'été familiales pour grimper le pic de Lustou dans les Hautes-Pyrénées. Malheureusement, il disparaissait le mardi 1er août 2023 sur le secteur de Riomajou, commune de Sainte-Larie-Soulan, alors qu'il était en randonnée. Il est parti du parking de Frédancon, et donc il avait prévu, comme je vous le disais, de monter ce pic du Lustou, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude quand même. C'est vraiment très proche de la frontière espagnole quand vous regardez sur une carte.
il avait appelé à un moment ses parents, il avait expliqué qu'il était perdu. Donc ses parents l'ont attendu au niveau du parking et malheureusement, ils n'ont jamais pu revenir Matteo. C'est plus qu'inquiétant quand tu sais que la personne t'a appelé en disant qu'il était perdu, mais c'est aussi un espoir en disant bon, il a des ressources, il est jeune et on va peut-être le retrouver demain, après-demain, mais en tout cas, il va tenir. Malheureusement, il avait disparu en 2023 et il n'avait toujours pas été retrouvé. Plus le temps passe, vous le savez, plus les chances de retrouver la personne disparue en vie s'amenuisent. En juin 2024, il y a eu un petit espoir, si je peux dire ça comme ça. En effet, il y a des ossements et des vêtements qui ont été retrouvés par un randonneur au niveau du pic de Batois, qui est vraiment pas très éloigné du pic qu'avait prévu de monter Matteo. Alors, il se trouve que les vêtements n'ont jamais été reconnus comme étant ceux de Matteo et surtout l'expertise des ossements a prouvé, a montré qu'il s'agissait d'ossements d'animaux et non d'humains. Et là, on a le même type de découverte qui a été faite par un CRS le 2 août 2025, donc très récemment, au fond d'un canyon dans le secteur de la disparition de Matteo. Il y a eu un sac à dos découvert et des ossements également. Et cette fois-ci, les parents de Matteo sont formels. Le sac à dos est reconnu comme étant celui de Matteo. En plus, il est très reconnaissable, il est en très bon état, tout simplement parce qu'il l'avait acheté juste avant de partir en randonnée et qu'il y a 3 écussons spécifiques sur ce sac à dos. Un qui représente la France, un autre les États-Unis et un 3e illustrant une ambulance. Aujourd'hui, la famille attend le résultat des expertises des ossements, déjà en essayant de savoir si c'est un ossement animal ou humain, et si cet ossement humain ou ces ossements humains correspondent au profil génétique de Matteo. Il faut savoir que ce serait une sorte de soulagement pour les proches de Matteo. La mère de Matteo, pour elle, depuis le début, dit que c'est un accident qui s'est passé, elle est persuadée de ça. Et donc, dans sa tête, je pense qu'elle doit savoir qu'il est décédé, mais elle veut en avoir la preuve pour pouvoir commencer le processus de deuil. Donc, je sais que début août, il disait que ça pouvait être des expertises qui pouvaient durer jusqu'à 3 semaines. Donc, on aura des nouvelles sur l'ADN de ces ossements. En tout cas, à côté des ossements, on retrouve un sac, donc on se dit potentiellement, ça y est, c'est lui, quoi. Le sac lui appartient. J'espère pour cette famille qu'elle aura les réponses à ces questions et qu'elle pourra avancer. À travers ces histoires, on voit apparaître de nombreux points communs, mais quelques différences également. Donc déjà, on a des hommes et des femmes de tous âges, qui sont sportifs ou non, qui sont partis en montagne en France ou à l'étranger, et ces cas nous montrent que la randonnée peut concerner n'importe qui, et que les erreurs, les imprévus ou la malchance peuvent toucher chacun d'entre nous, que ce soit des personnes habituées à la montagne ou non. Voilà, donc on est vraiment sur tout type de profil. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous rappeler quand même quelques conseils ou faire passer un message préventif. Déjà, si j'ai choisi de vous parler de ces 8 cas, c'est pas pour faire un simple inventaire morbide, mais c'est vraiment pour vous parler de différentes situations, de différents profils et pour vous dire que ça peut toucher n'importe qui. Ça peut aller des plus aguerris aux moins aguerris dès qu'on baisse la garde, dès qu'on fait moins attention. Tout de suite, on peut être mis en danger dans un milieu qui est quand même très dangereux, la plupart du temps escarpé en montagne. Donc avec ces 8 cas, on a pu mettre en lumière le fait que la plupart du temps, on ait eu des disparitions en solitaire, un départ en solitaire ou en groupe, mais en tout cas des disparitions seules, des terrains exigeants, on a eu la météo aussi qui pouvait influer potentiellement, l'absence de réseau ou de moyens de communication qui est pour moi très important, autant de facteurs qui compliquent les recherches derrière et qui peuvent transformer une simple randonnée en drame. Et c'est en comprenant ces situations, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qu'on peut peut-être aider à faire une meilleure prévention et en tout cas qu'on peut aider à maximiser les chances de retrouver les personnes disparues en orientant les recherches de la meilleure manière. Donc, ce que j'avais noté, moi, c'était que pour réduire les risques, si vous partez seul, donc déjà, essayez de ne pas partir seul. Mais si vous partez seul, prévenez toujours quelqu'un de votre itinéraire, vérifiez la météo, emportez du matériel adapté. D'ailleurs, les autorités préconisent en montagne un fond de sac pour passer la nuit avec une couverture de survie, des vêtements chauds, de quoi boire et manger, et surtout de ne pas s'aventurer seul en dehors des sentiers battus.
D'ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des appareils ultra connectés qui permettent de savoir presque instantanément où se situe une personne. Par exemple, j'utilise cette fonctionnalité lorsque mon mari va courir plus de 20 km en plein cagnard. Je lui demande de me partager, c'est une possibilité qu'il fait avec sa montre, je sais pas comment il fait, en tout cas moi je reçois un mail et j'ai tout son parcours à la seconde près, comme ça je suis sûre, avec les battements de cœur, tout ça, donc je suis sûre qu'il va bien, c'est lui qui a décidé de me le partager dans un temps donné. Et lui, derrière, ensuite, il peut enlever le partage. Et il n'y a pas que, si vous n'avez pas de montre connectée, c'est pas grave, il y a aussi Messenger, il y a aussi WhatsApp qui permettent d'avoir ce type de partage de trajet, et notamment sur WhatsApp, ça peut aller de 30 minutes à 1 heure, à même 8 heures. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces moyens, ces objets connectés. Ça peut réellement faire la différence lorsque on part à votre recherche. La montagne, la nature nous offrent des instants de liberté inestimables, mais elles exigent aussi prudence et préparation. Que ces histoires nous rappellent de rester vigilants pour que nos aventures se terminent toujours par un retour à la maison. Voilà, c'est comme ça que je terminerai cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses, que le message préventif est bien passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous arrivez quelque chose comme ça en randonnée et que vous avez envie de partager votre expérience. Je remercie à nouveau Solitaire Grand Harvest d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne secondaire. J'ai tous mes réseaux sociaux qui sont en description, parce que vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur Spotify. Et n'hésitez pas à booster la vidéo si vous pouvez le faire. Vous savez, vous avez 3 boosts par semaine. N'hésitez pas, ça aide à me référencer dans l'algorithme. Je vous remercie énormément et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.